Donc merci de votre présence et merci tout particulièrement une fois de plus aux organisateurs en tout cas de l'Université populaire pour l'invitation et à ceux qui m'ont supporté aussi la semaine dernière. Alors du coup, la semaine dernière j'ai fait une introduction autour d'une approche qu'on utilise en psychologie sociale en France et bien ailleurs aussi, qui est celle des représentations sociales. Ce soir, je vais vous parler d'une étude de cas. L'intitulé de mon intervention, c'est le pouvoir des noms. Donc on va forcément parler de noms, de la nomination, de la question de la nomination associée à des groupes d'une taille très particulière, à savoir les groupes nationaux, pour lesquels la question de la dénomination se pose à des termes assez différents par rapport à d'autres tailles de groupes. Et on va parler donc du coup nom, identité, et forcément, puisque c'est aussi la thématique de ce cycle, forcément mémoire. Mémoire historique. Et ce qui va m'intéresser tout particulièrement, c'est comment on lit l'histoire dans le présent, et comment on utilise une partie de la mémoire historique. Quand je dis utilise, je me réfère à ce que je disais la semaine dernière, comment on mobilise plus spécifiquement ces éléments-là pour faire identité, pour se sentir en accord avec son identité. On va examiner aujourd'hui, ce soir en tout cas, un cas qui peut vous paraître assez anecdotique, mais qui a des qualités emblématiques pour pouvoir étudier toutes ces questions ensemble. Le but, c'est aussi de vous montrer que, très modestement dans la discipline qui est la mienne, la psychologie sociale, on arrive aussi à travailler sur des affaires sociopolitiques culturellement situées, historiquement situé, politiquement situé, et de tirer un certain nombre de conclusions par rapport au présent. Pour démarrer, pour éviter éventuellement des longues introductions chargées du point de vue de date, de noms, d'appellations géographiques, j'ai choisi de commencer par 3 extraits, des extraits vidéo. Ça sera projeté sur le vidéoprojecteur, il y aura le son, je vais rebrancher du coup le son. Ces 3 extraits, les 2 premiers se situent entre 91 et 92, et le 3e, ça date de ces années-ci, 2012-2014. Ils vont être, à mon sens, une entrée en la matière suffisante. Alors, premier extrait, vous connaissez sans doute le présentateur. Il était bien plus jeune à l'époque, forcément. C'est un extrait du journal télévisé de la 2. On est en 91-92. Et il parle du conflit, justement, qui va nous intéresser ce soir. C'est le conflit, je vais le laisser présenter. Ça va être très court, hein, et ensuite je vais reprendre la parole. Ce qui se passe en Europe peut avoir des conséquences incalculables. 1 million de Grecs sont descendus dans la rue aujourd'hui pour demander à la Macédoine, une ancienne république yougoslave, de ne plus s'appeler Macédoine. Cela peut paraître anecdotique, mais l'histoire des Balkans a toujours été si explosive que cette région suscite une nouvelle fois l'inquiétude. Olivier Herman. Bas les pattes, pas touche à la Macédoine. Les Grecs sont prêts à tous les sacrifices pour leur Macédoine, une province du nord du pays, terre sacrée, patrimoine historique. Ils ne veulent en aucun cas entendre parler d'une autre Macédoine, et surtout pas de celle-ci, ex-république yougoslave indépendante aujourd'hui, coincée entre l'Albanie, le Kosovo, la Serbie, la Bulgarie et la Grèce. 1 million de Grecs dans les rues d'Athènes, une image destinée à frapper les esprits de ceux qui représentent la communauté économique européenne et qui se pencheront demain à Édimbourg sur cette question. La position des Grecs est ferme et définitive. Il ne peut y avoir qu'une Macédoine, et elle est grecque. Il y en a 4 pourtant, l'albanaise, la bulgare, l'ex-yougoslave et la grecque.
1991-1992, on est au début de la fin de l'édifice yougoslave en Europe. On est dans la dislocution un peu de de l'ancienne Yougoslavie. Donc du coup, il y a un pays, parmi les ex-pays de la Yougoslavie, la République de Macédoine, qui, comme les autres, réclame en tout cas son indépendance, son autonomie. Pour cela, il vous faut aussi une sorte de baptême, n'est-ce pas? Enfin, il faut avoir un nom, un nouveau nom, en dehors du cadre qui a précédé. Et ce pays a choisi le nom de Macédoine. Levé de bouclier, vous le constatez dans cette vidéo, en tout cas des Grecs. Alors, juste pour vous donner une idée, 1 million de gens dans les rues pour un pays qui compte une dizaine de millions d'habitants, c'est beaucoup. C'est considérable. C'est comme une manif de 6 millions d'habitants en France, selon les chiffres de la police. C'est considérable. Et les mobilisations étaient vraiment considérables. J'ai une autre vidéo sans son, juste pour vous montrer un peu le peuple, si j'ose dire, dans les rues. 92 à Salonique. Vous montrez aussi un peu l'ambiance, les symboles qui priment, le drapeau bien sûr. Les écoles étaient fermées. Les élèves donc étaient dans les rues. Et pourquoi tout ça? Parce que justement le pays dans sa totalité, y compris politique, n'acceptait pas qu'un pays voisin prenne le nom de Macédoine. 91, donc 92. Aujourd'hui, on est 2015. Petit extrait, dernier petit extrait pour finir cette trilogie, en tout cas d'extraits, avec le président de la République de Macédoine. Je vais essayer, si ce n'est pas calculé pile poil, d'aller à l'endroit où le journaliste d'Euronews pose une question relative à notre problème au président de cette République. Etc. C'est donc un problème que l'État ne peut régler, c'est au parti albanais de s'en occuper. Et puis les Albanais ont les mêmes droits que les autres citoyens. Sur un autre sujet, le nom officiel Macédoine pose problème à cause d'un conflit avec la Grèce. Quel message souhaitez-vous envoyer à Athènes pour sortir de cette impasse? La Grèce doit accepter cette nouvelle réalité. Notre pays est la République de Macédoine. Les Macédoniens vivent ici et parlent le macédonien. Les Grecs ont toujours cette vision héritée du 19e siècle. Ils sont persuadés d'avoir créé ce mythe de leur existence à une époque où on ne pouvait pas vérifier les faits. Il n'y avait pas Internet et les Grecs restent figés dans cette vision. Néanmoins, le conflit sur le nom officiel bloque le processus d'adhésion à l'Union européenne. Vous êtes dans une impasse. Comment faites-vous pour en sortir? Nous avons appris que les leaders européens ont pressé la Grèce de respecter les engagements qu'elle avait pris. Certains hommes politiques grecs se comportent de manière irresponsable à notre égard, envers l'Union européenne et la communauté internationale. Et face à ce comportement irresponsable, le processus d'intégration dans l'Union européenne et l'OTAN est pour le moment bloqué, alors que les Grecs s'étaient engagés à ne rien faire en ce sens. Qu'est-ce que vous espérez du futur gouvernement grec? Il existe une coopération dans le milieu des affaires, la culture, les arts. Il y a aussi des échanges entre les artistes, les musiciens, les étudiants. Mais durant ces 20 dernières années, rien, absolument rien concernant des rencontres entre les partis politiques et entre chefs d'État. Pourtant, j'ai bien envoyé 4 invitations à mon homologue grec. Nous espérons que les nouveaux dirigeants respecteront cette nouvelle réalité, aussi bien en ce qui concerne la Macédoine que pour les autres pays voisins. Enfin, nous souhaitons que la Grèce retrouve son statut de leader dans la région. On peut s'arrêter là. C'était simplement pour vous indiquer du coup que
le problème continue à exister, continue à persister, et qu'il est pour l'instant relativement insoluble. Bien sûr, l'importance du problème n'a pas été la même au début des années 90 et aujourd'hui. Néanmoins, le problème est bien là. Alors, essayons un peu de creuser rapidement la question. Ça, c'est une carte géographique de la région qu'on peut trouver aisément sur le net. Et là, c'est donc la carte officielle de FIROM. C'est une carte officielle d'un pays, du coup, qui est désigné davantage par un sigle que par un nom, l'ex-République yougoslave de Macédoine, ou ARIM, le sigle en français. C'est l'appellation officielle de ce pays dans certaines instances internationales, y compris au sein de la communauté européenne, et tout cela à cause du problème avec la Grèce. Naturellement, mon propos ici n'est pas de dire qui a raison ou qui a tort, hein, que ça soit clair entre nous. Je pense qu'il y a des torts des deux côtés en ce qui me concerne. Simplement, ma propre recherche a concerné la perception de ce problème par les jeunes Grecs, d'une part, et d'autre part, la manière dont ils se souvenaient, parce que j'ai fait cette recherche-là à la fin des années 90, donc début des années 2000, à la manière dont ils se souvenaient des manifs que j'ai montrés sur la première vidéo au début des années 90. Donc en Grèce, dans la carte actuelle de la Grèce, je ne sais pas si ça se voit très très bien ou si vous arrivez à lire, mais ce n'est pas l'essentiel. Les trois zones un peu entourées, encadrées en rouge, c'est la Macédoine occidentale, toujours en Grèce, hein, la Macédoine centrale et la Macédoine orientale. Et à côté, vous avez le pays qui s'appelle Macédoine, République de Macédoine. Mais il ne faut jamais l'appeler comme ça lorsque vous êtes en Grèce, bien sûr. Accessoirement, il vaut mieux ne pas commander une salade qui s'appelle Macédoine lorsque vous êtes en vacances en Grèce. On va vous regarder bizarrement. Il vaut mieux commander une salade russe. Donc, le problème est un peu là, c'est-à-dire du point de vue départemental, régional. Il y a une région en Grèce qui s'appelle Macédoine. Qui a raison, qui a tort dans cette histoire? Personne ne peut le dire. Si on creuse un peu l'histoire, hein, quelle histoire faut-il creuser? L'histoire ancienne, lorsqu'il y avait Alexandre le Grand qui était allé jusqu'aux Indes. L'histoire récente, essayons un peu l'histoire plus récente, quoi. Prenons début XXe siècle, le traité de Bucarest, c'est-à-dire le début de la fin aussi des guerres aussi dans les Balkans, après la Première Guerre mondiale. C'est une carte qui a une valeur historique. La partie ombrée désigne le territoire, si j'ose dire, de la Macédoine tel qu'il est accepté plutôt 19e, 20e siècle. La délimitation des frontières n'est pas non plus ultra exacte. Ce qui nous intéresse ici, c'est que d'un côté vous avez effectivement la Grèce, de l'autre vous avez la Bulgarie avec un morceau qui s'appelle aussi Macédoine, vous avez la République de Macédoine et vous avez même une petite partie qui va du côté de l'Albanie actuelle. Compliqué de pouvoir distinguer ce qui appartient à qui. Ce que je peux vous dire simplement, c'est qu'il n'y a jamais eu, comme pour le Pays basque par exemple, des tendances d'indépendance, en tout cas, provenant de tous ces territoires, en tout cas de tous ces morceaux de la Macédoine davantage territoriale, géographique, contemporaine. Néanmoins, mon souci ici, ce n'est pas de résoudre, si j'ose dire, ce problème, c'est plutôt de vous présenter comment, à travers une menace de ce type-là, un problème qui est perçu comme une menace symbolique, ça peut engendrer et alimenter un type de réponse tout à fait spécifique qui a été donné du côté de la Grèce. Alors, donc 91, c'est passé comme je l'ai annoncé au début, on ne va pas s'attarder énormément, en plus c'est en anglais. C'est les symboles qui nous intéressent tout particulièrement ici.
91, donc il y a les réclamations un peu de cette république autonome. En 92, il y a le choix d'un drapeau qui a été fait par la République de Macédoine. Le voici sur fond rouge. C'est un drapeau qui n'a pas été anodin, étant donné qu'il était extrêmement inspiré, vous le voyez aussi, par le symbole de la dynastie des anciens Macédoniens, Alexandre le Grand, Philippe II son père, qu'on connaît à travers les découvertes archéologiques. Je suis né quand même dans ce coin, en Grèce, c'était pas forcément un symbole qu'on connaissait, que les gens connaissaient, les archéologues certainement, les historiens certainement, mais pas forcément la population. Je peux vous dire que c'est devenu assez rapidement un symbole plus que connu pour les Grecs, et ça a été considéré du coup comme un acte relativement agressif du point de vue historique et culturel, pour le moins. Le symbole est devenu, dans la sémiotique en tout cas moderne, un symbole de communication de masse pour la Grèce. On le trouvait du coup à cette époque sur des cartes téléphoniques par exemple. À l'époque on utilisait des cartes téléphoniques. Sur des bouteilles d'huile, d'olive, vierge, sur des t-shirts, sur des sachets de sucre. C'était une provocation, je mets des guillemets, de plus. Déjà, il y avait des gens dans les rues, là, c'est devenu encore plus massif. Et les slogans principaux étaient « Il n'y a qu'une Macédoine et elle est grecque, la Macédoine est grecque, la Macédoine, c'est la Grèce ». Ce qui, aux yeux de certains, naturellement, peut aussi être interprété comme une déclaration relativement impérialiste, quand même, vis-à-vis de ce territoire-là. Il faut dire que là, on frôlait la guerre. Et la guerre se passait juste à côté, en ex-Yougoslavie. Donc les choses étaient sérieuses, ce n'était pas aussi anecdotique que je le présente ici. Il faut dire que dans la première constitution de cet État, de la République de Macédoine, il y avait un certain nombre de termes à l'intérieur qui faisaient appel vers une libération des territoires de la Macédoine. Donc il y avait quand même un certain nombre de soucis réels. Très rapidement, un nouveau vocabulaire s'est installé en Grèce, dans les médias et ailleurs. Cet État, ce nouvel État, était qualifié de pseudo-État, d'une entité, ou tout simplement de Skopje, du nom de sa capitale. Son histoire, une pseudo-histoire, ou alors une histoire volée et falsifiée. Son peuple, des Skopjiens, ou plus élégamment encore, des Gitans des Balkans. Le commissaire des Nations Unies, l'émissaire plutôt des Nations Unies, qui est d'origine hollandaise, M. Van den Broek, était baptisé Van den Turk dans la presse. Et il y a eu un effort assez rapide de déplacer sémantiquement du coup le curseur de manière à ce que le problème macédonien soit présenté comme un problème skopien. Ce n'est pas le nôtre, c'est le leur. Accessoirement, skopien, aussi bien en grec qu'en français, rime parfaitement bien avec martien. C'est-à-dire ça vient de nulle part. L'histoire avance. 95, il y a une normalisation des relations entre les deux pays, fort heureusement, avec un accord intérimaire signé à New York, en présence de représentants des Nations Unies. La République de Macédoine se débarrasse de tous ces articles relativement dangereux dans sa constitution, et la Grèce, de son côté, décide également d'enlever l'embargo qu'elle avait proclamé, un embargo économique, envers ce pays. Une action unilatérale sans consultation de ses partenaires européens. On était, comme je le répétais tout à l'heure, dans un état limite guerrier. Accessoirement, c'est pas du tout accessoire, mais la République de Macédoine acceptait également de porter un nom provisoire, Fyrom, et de changer de drapeau, et de trouver un accord, de se mettre d'accord, qu'ils allaient trouver un accord entre eux, au bout de 7 ans. 95 plus 7 ans, ça ne fait pas 2014. Donc ça traîne. Le nouveau drapeau, le voici, de 95 à aujourd'hui, c'est celui-là.
un drapeau quand même relativement différent du précédent et débarrassé en tout cas de l'essentiel de cette symbolique historique. Pour certains, ça fait penser au drapeau japonais. De 1996 à aujourd'hui, donc du coup, il y a une certaine léthargie dans les médias, pas de manifestations populaires, rien, des discussions diplomatiques sans fin, un flou relatif quant à l'appellation officielle finale, parce qu'il y a quand même 80 pays dans le monde qui ont accepté l'appellation République de Macédoine, et c'est vrai qu'en Grèce, il y a des positions moins rigides que dans le passé concernant ce pays. Donc quand j'ai commencé à étudier cette affaire, on était dans la léthargie, mais pas dans la résolution du problème. Donc je me suis intéressé à l'importance des noms et des noms propres dans ce qu'ils construisent d'autrui, dans le processus de représentation d'autrui, mais aussi de soi. Comment les Grecs, et notamment les jeunes Grecs, construisaient la mémoire historique de leur groupe. Et à vrai dire, je me suis particulièrement intéressé à la construction quasi mythique de cette mémoire historique. Et dans un pays comme la Grèce, quand vous parlez de quasi mythique, ça a tout son sens, aussi bien par rapport au passé que par rapport au présent. Et du point de vue plus synchronique, je me suis intéressé à ces traces, aux traces de cette affaire dans la mémoire collective récente, et comment ceci a impacté justement la représentation sociale de l'autre, de cette altérité-là, de cet État, de ce peuple, de cette région. Donc voilà trois, quatre notions, si j'ose dire, qui m'ont servi d'outil pour étudier cette affaire-là: la nation, les noms et les mythes. Vous le voyez coincé entre, d'une part, la mémoire culturelle et la communication sociale. La nation, parce qu'il s'agit du groupe le plus large qui existe, du groupe social le plus large qui existe, et sans doute le plus complexe. Les noms, parce qu'on sait, notamment dans ma discipline, que quelque chose qui reste non nommé reste menaçant pour nous, étrangers et possiblement inexistants. Et les mythes, parce qu'il s'agissait davantage de voir comment dans le présent, dans les années 2000, en effet, 90-2000, il y avait une capacité communicationnelle, là pour le coup, et je me suis beaucoup basé sur un auteur qui s'appelait Roland Barthes, à appuyer à ce point-là une identité nationale, de manière à ce que le culturel, l'idéologique ou l'historique, pour le citer, s'inversait et devenait naturel, toujours avec des guillemets. Deux mots sur la nation, si vous permettez, complémentaires. La nation est un groupe, alors ça c'est un historien qui utilise cette expression-là, c'est Benedict Anderson qui utilise cette expression-là, est à la fois un groupe imaginaire et un groupe imaginé. Et Anderson explique cela de la manière suivante. Il est très important pour tout un chacun d'entre nous d'avoir une identité nationale. À vrai dire, on ne peut pas imaginer quelqu'un sans identité nationale. Y compris lorsqu'on veut s'en débarrasser, c'est très compliqué du point de vue administratif. Cette appartenance dans un groupe national nous construit, nous remplit de signification, nous poursuit. Néanmoins, voici un groupe qu'on n'arrivera jamais à voir dans sa totalité. Le groupe national, on doit l'imaginer, parce que l'étendue de ce groupe est immense, et l'étendue de ses frontières spatio-temporelles également. Ça, c'est sur l'aspect imaginé. Sur l'aspect imaginaire, c'est toute notre éducation qui s'en charge.
un tout petit peu la politique aussi. C'est-à-dire qu'on hérite d'un certain nombre de significations culturelles qui font que la continuité temporelle de ce groupe-là va nous paraître extrêmement longue et on va l'investir de certaines notions, de certaines significations qui nous seront sans doute extrêmement chères et qui seront la construction culturelle, en tout cas, de ce processus. Je passe un peu sur l'explicitation de certaines notions pour ne pas vous charger. Juste pour vous montrer les trois versions du problème que j'ai réussi à étudier. Une version institutionnelle, à travers l'étude des médias, mais aussi l'étude des institutions. Une version collective, puisque j'ai interrogé 335 jeunes Grecs. Et une version historique, bien sûr objective entre guillemets, en déployant une recherche de nature documentaire et notamment l'analyse de manuels d'histoire. Donc ça, c'est des opérations de recherche dans un dispositif plus global. C'était à l'époque ma thèse de doctorat, ça m'a pris 4 ans et ça s'est articulé, au fur et à mesure. Ces notions se sont emboîtées, l'une alimentant justement l'autre. Donc il y avait des entretiens individuels, des entretiens collectifs, des échelles d'attitude, une analyse de la presse, une analyse de manuels d'histoire ou la passation de cartes associatives. Ça, c'est nos outils, notre outillage, notre tournevis à nous du côté du recueil de données. Il est toujours bon de regarder des dictionnaires spécialisés. Et il était intriguant pour cette affaire-là de voir les dictionnaires de différentes langues. Là, je prends le français, l'anglais et le grec. On l'interroge du point de vue du nom macédoine. Comment il est défini à l'intérieur de ces dictionnaires. Entre 1740 et 82, en français, Macédoine est un toponyme, ça indique un lieu où vivent différents peuples. C'est un mot qui entre dans l'art culinaire, différents fruits, d'où notre chère salade. Il existe également dans la littérature. Une Macédoine désigne un genre littéraire qui combine différents styles. Et même, ça désigne également un jeu de cartes avec différentes cartes. Donc vous voyez la différence, cet assemblage hétéroclite et transversal. Depuis 1850 et au sens figuré, le macédonien, c'est au moins 3 exceptions, c'est la langue, c'est la République yougoslave et c'est la Macédoine, région grecque. Lorsqu'on regarde l'anglais, on retrouve ces 4 appellations et même un emprunt de la salade macédoine à partir de 1846, à partir de la langue française. Lorsqu'on regarde le grec, la langue grecque, on a le royaume, on a la région géographique, on a le département géographique. Là où c'est rouge, j'attire votre attention, c'est dans un dictionnaire de langue, assez sérieux tout de même, où on trouve ça, Parabu, Fyrom, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, avec une explication au cas où on ne connaissait pas la chanson. Par cette appellation, une notion géographique est devenue par excès nationale. Et lorsqu'on regarde aussi Skopje, ça c'est aussi très intéressant, c'est la ville de l'ex-Yougoslavie, capitale de Fyrom, et selon le côté grec, entre parenthèses, Skopje est ce même pays dont la capitale est Skopje. En rhétorique, c'est la définition même de la tautologie. Dans l'art moderne, ça c'est tiré d'une exposition assez récente au MoMA de New York. Vous voyez que ça continue à inspirer quand même aussi les artistes. La notion même de la Macédoine sous forme d'assemblage hétéroclite de fruits. À cette occasion,
au milieu des années 90, le ministère de l'Éducation nationale en Grèce a diffusé gratuitement, en des centaines de milliers d'exemplaires, un manuel d'histoire. C'était La Macédoine, histoire et politique. C'était publié en 92, 400 000 exemplaires distribués. Je l'ai analysé, je ne mets qu'en gras en espérant que ça soit lisible. L'idée principale que l'analyse en tout cas met en évidence, à savoir quelque chose que l'on pourrait qualifier de l'ordre de l'inaltérable grec. Les tribus qui vivaient dans la région avant la descente des Macédoniens ont fait un avec eux. Les colons romains se convertissent sur le plan de la langue. Les autres tribus et l'attaque des Goths n'ont pas provoqué d'altération ethnique. La population grecque de la Macédoine est restée essentiellement inaltérée jusqu'au 7e siècle. Les Bulgares n'ont pas réussi à altérer. La grande masse chrétienne de Macédoine a eu conscience de son identité grecque au XVIIIe siècle. Et à l'issue d'échanges des populations, là on est 20e siècle, les slavophones grecs ont passé une crise de conscience nationale. Donc ça, c'est pas le boulot des historiens d'affirmer ce type-là, de faire ce type-là d'affirmation, mais on voit que dans un contexte politique de publication, une publication devient politique finalement, et que la manière dont on va jouer avec l'histoire peut avoir des conséquences assez néfastes. Quel était le résumé en tout cas de ce manuel-là? Le voici, j'espère assez simplement. Les anciens Macédoniens étaient grecs et parlaient le grec. Les Macédoniens d'aujourd'hui sont grecs et parlent le grec. Donc les Macédoniens d'aujourd'hui sont les héritiers des anciens Macédoniens. Tout le monde est en grec par ailleurs. C'est simple, c'est compréhensible, voilà. Les Scopiens sont des Slaves et ils parlent le slave. Les Slaves, par définition, ce n'est pas des Grecs et par définition, ce n'est pas des Macédoniens. Donc, les Scopiens ne sont pas des Macédoniens. Ça, les choses sont claires. J'ai fait un certain nombre de focus group, d'entretiens collectifs avec ces jeunes Grecs et j'essayais de comprendre justement comment ils justifiaient cela, comment ils comprenaient ça, comment ils utilisaient ça dans leur esprit, et pas uniquement dans leur esprit, dans leurs actions aussi, pour pouvoir justifier leur position. On ne va pas tout lire. Le nom Macédoine, c'est quelque chose qui appartient exclusivement aux Grecs. Okay? Et même si d'autres le prennent, il n'aura jamais le même contenu. Nous sommes liés au nom Macédoine, nous avons vécu des choses, nous avons toute une histoire. Là-dedans, il n'y a pas d'explicitation, il n'y a pas une justification de cela. Le vécu identitaire est un vécu qui s'exprime ainsi. Donc il faut l'accepter aussi de cette manière. On a davantage un raisonnement, du point de vue des représentations sociales, qui est émotionnel et affectif, et non pas de nature, en tout cas, cognitive stricte, en termes de connaissances. Mais, déjà à cette époque, quand je menais ces entretiens, il y avait quand même un problème dans le raisonnement. C'est-à-dire, ils ont quand même assez vite compris que l'inclusion géographique posait un problème par rapport à l'exclusion nominale. C'est-à-dire que la Macédoine était plus large que la Macédoine qui appartenait en tout cas à la Grèce. Alors, étant un enfant de l'éducation nationale grecque, ça on ne nous l'a jamais enseigné, quoi. Je veux dire, la Macédoine était celle qui était en Grèce, point barre. Enfin, il n'y en avait pas d'autres ailleurs. Donc là, une fois de plus, du point de vue de la politique et de l'histoire, il y aurait des choses à dire. Et peut-être que la question sera posée tout à l'heure, donc j'anticipe. L'actuelle République de Macédoine était appelée République socialiste de Macédoine à l'intérieur de la Yougoslavie. Mais ça, personne nous l'apprenait, et sans doute peu de gens le savaient à l'extérieur. Néanmoins, voilà,
depuis ce conflit-là, l'extension géographique, territoriale en tout cas, de la Macédoine en dehors de celle qui est grecque, était un fait. Il fallait pouvoir le penser, quoi. Parce que, du coup, les jeunes développaient 4 arguments majeurs. Un argument ethnologique, naïf. La partie grecque, disait-il, était la seule à avoir été habitée par des Grecs de manière constante et ininterrompue. Un argument historique, dans l'histoire de la région, seule la partie grecque a gardé le nom Macédoine, et cela depuis presque toujours. Un argument qu'on appelle un argument de géographie sociale, on ne peut pas accepter le nom pour des raisons essentiellement culturelles, ce n'est pas la même culture, et je dois avouer que c'était minoritaire. Il y avait aussi un argument nationaliste, ça leur plaît, ils ont qu'à devenir grecs finalement. Donc le nom était chargé historiquement de signification du point de vue identitaire, et l'expression dans le discours, en tout cas de ces jeunes, prenait cette forme-là. Quand je prononce le mot Macédoine, donc là on est dans la prononciation, dans l'expression, dans le tabou, il est chargé 95% historiquement et 5% géographiquement, comme si lorsqu'on utilise les mots, on voit sur un écran leur charge s'afficher. Et je ne parle pas de ces différents départements, ni de la République au nord, il ne faut pas appeler Macédoine. Je veux dire que c'est une idée dans le sens de l'histoire, il est difficile de la concevoir géographiquement. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans un nom en fait ? Il n'y a certainement pas un stéréotype, ou pas uniquement un stéréotype. Le stéréotype, c'est une étiquette qu'on colle sur une catégorie, qu'on ouvre, ou qu'on ferme lorsque ça nous arrange, qu'on utilise très aisément pour fabriquer du préjugé. Les noms, c'est un peu plus profond, c'est-à-dire ça demande un ancrage plus important dans la culture. Lévi-Strauss disait que quand les noms propres entrent en scène, le rideau se lève sur le dernier acte de la représentation logique, mais la longueur de la pièce et le nombre d'actes sont des faits de civilisation et non de langue. Donc on a affaire à d'autres paramètres. Et dernière citation d'auteur, quasiment dernière, je vous promets, en linguistique, c'est Searle qui affirmait ça dès 1958, les noms fonctionnent comme des accroches, comme des chevilles, où l'on accroche des descriptions. C'est-à-dire les noms, et notamment les noms propres, on n'a aucun besoin de les négocier entre nous. On partage cette évidence dont je parlais la semaine dernière, et ils nous servent du coup à accrocher des significations indiscutables. Et on ne va pas d'ailleurs les discuter entre nous parce qu'on est supposé les partager. Et ceci crée des ambiguïtés majeures. Ça allait assez loin chez ces chers jeunes grecs. Voici un qui était pourtant le plus proche à accepter que ce pays-là s'appelle Macédoine. Il m'a dit ceci dans l'entretien. Mais tu sais, le problème c'est que la Grèce, enfin, je veux dire le mot Hellas, qui est l'autre mot de l'appellation aussi de la Grèce, tu l'entends et tu le lis dans la presse étrangère comme Greece en anglais. Donc il n'y a pas de connexion entre Hellas d'un côté et Grèce de l'autre. Tandis que le mot en grec c'est Makédonia, donc Macédoine, tu l'entends comme tel. Voilà le problème. Tu entends le mot exactement tel qu'il est. Je ne sais pas si c'est clair, mais la phonétique, je veux dire, du mot, l'homophonie du mot est extrêmement gênante. Et enfin, c'était pas celui-là, c'est le prochain, le plus progressiste de mes interviewés, si je pourrais le qualifier ainsi. Allons-y au début et à la fin. Le nom ne me dérange pas. Alors, c'était le seul qui a osé me dire ça. Allez-y à la fin. Mais moi-même, j'ai du mal à le dire. Donc, une difficulté à prononcer le mot. Le problème était un problème
existentiel. Une fois de plus, je ne vous demande absolument pas de lire, c'est un extrait d'un entretien collectif avec des jeunes Grecs nés à Thessalonique, donc, qui est la capitale de la Macédoine grecque, la deuxième ville la plus importante en Grèce, qui disaient ceci, enfin, entre eux, s'ils vont utiliser ce nom, nous, qui sommes-nous, quoi, enfin, ce mot-là, l'adjectif macédonien cesse de nous appartenir. Essentiellement, nous devenons une et même chose avec eux. Eux macédoniens, nous macédoniens. Donc, il y a quelque chose de l'ordre d'une négociation identitaire qui a du mal, du coup, à aboutir et bloque. Qu'est-ce qu'ils revendiquaient, ces gens-là? L'exclusivité. Seul le propriétaire, comme c'est une marque, seul le propriétaire possède l'exclusivité du nom. Primauté, en termes historiques et archéologiques. Primauté, ça va jusqu'à la mythologie de la Grèce antique. Et la consubstantialité, c'est-à-dire l'inséparable entre la Grèce et la Macédoine. Donc ça, c'était les trois principes qui gouvernaient en tout cas leur logique. Ok, dans les entretiens individuels, là pour le coup, je disais, ok, j'ai parfaitement bien compris, je ne souhaite pas que ce pays s'appelle ainsi, alors comment faut-il l'appeler? L'appellation la plus majoritaire était Skopje, le nom de sa capitale qui, martien, Skopje, rien dire d'autre que cette ville, enfin, aucune évocation géographique, historique, pas d'homophonie. N'importe lequel, quelconque, mais sans le terme Macédoine. Il ne faut pas que le terme Macédoine devienne un adjectif, par exemple. Parce que là aussi, j'entends le mot, quoi. Ou Fyrom pour 11% d'entre eux. Très bien. Alors, bon, ils sont quoi ces gens-là? Par exemple, de quelle nationalité sont-ils? Et là, lorsque la question a été posée dans le cadre d'un entretien individuel en face à face, là, il y avait 10 à 12 secondes de silence. C'est une question à laquelle ils n'avaient jamais réfléchi. C'est-à-dire, ils passaient leur temps à réfléchir plutôt sur le fait que ces gens-là ne sont pas comme eux-mêmes, mais pas sur l'inverse, c'est-à-dire, que sont-ils? Donc la première réponse était « je ne sais pas ». J'ai jamais pensé à ça. La deuxième, c'était yougoslave. Et là, du point de vue, en tout cas, aussi bien identitaire que socio-cognitif, on voit l'activation d'un schéma de catégorisation du passé qui, en même temps, est extrêmement rassurant, parce que ça a existé comme ça dans le passé, parce que ça ne dérangeait pas, il n'y a pas de mélange identitaire. Ou alors scopien, non grec, homme. Macédonien de la Yougoslavie, comme vous pouvez le constater, ça recueillait l'honorable pourcentage de 2%. Donc il y avait ce que j'ai appelé une résistance catégorielle, c'est-à-dire, voilà l'extrait. La Grèce, c'est la Grèce depuis des années. La Yougoslavie, c'est la Yougoslavie depuis des années. La Yougoslavie se sépare à cause de la guerre à tous ses États. Cela ne veut pas dire qu'elle cesse d'être la Yougoslavie. C'est clair, c'est net, c'est simple, on peut rien dire. Et c'est très logique, mais une logique, du coup, qui est une logique davantage, justement, représentationnelle que rationnelle. Là aussi, uniquement ce que je souligne, si tu n'acceptes pas une partie de la mythologie, c'est aussi un extrait d'entretien, tu ne peux pas accepter la nation grecque. Que peut-on dire par rapport à ça? Pas grand-chose. Bien sûr, le nom d'Alexandre venait assez fréquemment dans les entretiens. Ils étaient dans une incapacité assez flagrante de pouvoir situer ce personnage dans l'histoire historique réelle. Mais en tout cas, il jouait trois rôles. Un rôle de synonymie. Alors ça, c'est quand même, je vais le lire parce que c'est rigolo.
quelqu'un qui m'a dit « il est l'alpha et l'oméga du mot Macédoine ». Une fonction de métaphore, il est à nous et non pas à eux, c'est l'histoire même, et une fonction de réminiscence, une réminiscence par rapport notamment au passé récent, la mémoire collective récente. Pendant les manifs, comme pour la sirène, on criait Alexandre est vivant, et j'ai en mémoire la statue d'Alexandre depuis que j'étais petit. La léthargie, si on regarde un quotidien plutôt du centre-gauche de l'époque qui était le plus lu, j'ai essayé de prendre la température de 95 à 2001 avec tous les papiers. Les papiers, les articles relatifs aux problèmes, vous voyez un peu la courbe, elle baisse drastiquement vers 99, elle commence un peu à remonter vers 2001. Donc au moment où je faisais la recherche, j'étais en pleine léthargie. Bon, alors, dans les entretiens, est-ce que tu l'as oublié, toi, cette affaire? Les réponses étaient assez étonnantes. Moi, oui, disaient certains, bien sûr, mais tous les autres aussi. Moi, non, mais les autres, oui, ni moi, ni les autres. Et là, si j'avais pris des jeunes grecs à Athènes et à Thessalonique, c'était à des fins aussi de comparaison. Là, le résultat n'est pas significatif, mais à Thessalonique, il y avait quand même un aveu quasi supplémentaire d'un oubli, ce qui était assez étonnant par rapport justement au fait qu'elle représente pour les Grecs la capitale de la Macédoine. Alors pourquoi a-t-elle été oubliée? 3 explications également. Une normative, il y a de nouveaux problèmes, de nouvelles affaires. Une instrumentale, c'est parce que les médias n'en parlent pas. Et une psychologique, qui me plaisait même davantage, c'est lié à la mentalité grecque. Voilà, les Grecs sont enthousiastes, et après ils oublient. L'ancrage dans le passé historique, je ne vais pas insister non plus, mais le problème, le traumatisme historique et national se situe majeur en 453, c'est la chute de Constantinople. Voilà un autre mot tabou aussi en grec, Istanbul, il ne faut pas trop le prononcer, c'est plutôt Constantinople, c'est plus noble. L'Asie mineure, Chypre, Macédoine, et après d'autres défaites nationales relativement honteuses. Je commence le début de la fin de mon exposé. J'ai dit au début que j'ai fait aussi une passation d'échelle d'attitude. Vous allez vous dire qu'est-ce que c'est que ça? Pour faire court, sous forme de questionnaire, là pour le coup, avec une échelle d'ordre de 1 à 4, on leur disait, essaye de décrire avec des adjectifs simples la manière dont tu perçois tes peuples voisins et aussi ton propre peuple. Et là, c'était pas triste, quoi. Je vous laisse un peu découvrir. Alors, on regardait l'Atlas des préjugés tout à l'heure avec Catherine, c'était pas loin, mais là, ça ne concerne que les voisins. Les Albanais, pauvres voleurs incultes, non civilisés. Les Turcs, pas besoin quand même que je lise. Les nationalistes religieux, provocateurs, guerriers, impérialistes. Les Grecs et les Italiens, les plus beaux, les plus jolis, les plus romantiques, les plus sensibles, les bons vivants, mais aussi mafieux pour les uns, menteurs pour les uns, paresseux pour les autres. Bulgarie et Fyrom, je ne pouvais pas me permettre d'utiliser une autre appellation que celle-là dans ces documents pour demander leur avis, vous vous en doutez. C'était pas les pires, patriotes, gentils, hospitaliers, mais aussi hostiles, arrogants et opprimés. Première chose. Ils sont entourés de voisins absolument terribles. Les seuls
qui échappent à la règle, c'est eux-mêmes, bien sûr, et les Italiens. C'est là où on voit, et je pense que le cours de Valerias aussi peut être utile, en tout cas dans l'explication de cela, que la mémoire historique récente, en tout cas, joue aussi des détours, parce que la Deuxième Guerre mondiale n'a pas été proclamée à la Grèce par l'Allemagne nazie, mais par l'Italie fasciste de Mussolini. Mais ça, on l'oublie. Et on crée les comparaisons qui nous sont favorables. Et là, c'est une comparaison favorable parce que les Italiens, c'est la longue histoire, c'est Rome, c'est un passé glorieux. Qu'est-ce que vous dites ? Du coup, tous les autres autour sont terribles. Néanmoins, les habitants de la République de Macédoine ne sont pas les pires. Vous voyez bien, les Albanais, c'était bien les pires à l'époque. Je peux vous assurer qu'entre-temps, il y a eu d'autres catégories qui se sont ajoutées pour les Grecs. J'avance simplement pour vous dire que ça continue. Je le dis aussi au début, du côté de la Grèce. Ça, c'était une publication grande diffusion dans Le Monde et dans le Wall Street Journal français et anglais, avril 2008. Étant donné la situation, le bagage historique de la région, le monopole du terme Macédoine par un seul État ne peut pas conduire à des relations de voisinage et à la stabilité régionale. Enfin, on est dans cette même rhétorique. Le résultat d'un sondage, 2008 aussi, c'était la même époque. Pourquoi 2008 ? Parce que c'était l'enjeu. La Grèce, du coup, joue bien, politiquement en tout cas, le jeu du blocage. C'est-à-dire à chaque tentative de la République de Macédoine d'entrer dans des instances internationales officielles, vous l'avez vu au début de l'entretien, il y a un veto, quoi. Si on n'arrive pas à résoudre le non, vous n'entrez pas. Et là, il s'agissait d'un veto, justement, dont 95% de la population grecque, là c'est sondage officiel, trouvait que le veto était une très bonne chose. 70% pensaient que c'était une victoire de la politique extérieure, et 68% que Skopje représente une menace moindre pour la Grèce. Donc là, on est dans une forme de contradiction. Je sais qu'il faudra que je m'arrête bientôt. C'était un autre extrait que j'avais prévu, mais le sous-titrage est en grec parce que les étudiants parlent en anglais. Mais peut-être que ça va vous charger trop pour ce soir. Je préfère terminer mon exposé, puisque j'ai pris un peu trop de temps, avec quelques nouveautés aussi par rapport à ce problème. D'autres sondages de 2008, un autre sondage de 2008, 70% des Grecs contre le nom Macédoine comme appellation officielle de cet État, 66% contre une appellation composée, 81%, presque 82%, le gouvernement doit défendre ses positions grecques sur le nom. Qu'est-ce qui se passe du côté de la République de Macédoine ? Parce que, bien sûr, j'ai parlé uniquement, c'était ma recherche en tout cas, du côté des Grecs et notamment des jeunes Grecs. Je ne sous-entends absolument pas que du côté de la République de Macédoine, les choses sont roses ou qu'il n'y a pas de problème. Loin de là. Simplement, je n'ai pas étudié dans ma recherche, en tout cas, le détail de cela. Mais je vous donne quand même un aperçu qui me paraît assez intriguant. C'est une statue parmi les plus grandes qui existent dans le monde, dorénavant, qui a été montée en 2011 dans la capitale de la République de Macédoine, Skopje. Une statue, bien sûr, vous le reconnaissez,
d'Alexandre le Grand. L'aéroport principal aussi de Skopje s'appelle l'aéroport Alexandre le Grand. C'est une république qui continue à jouer sur cette corde-là. C'est une république qui a des problèmes aussi internes assez importants de par l'aspect hétéroclite de la population d'origine albanaise, kosovare et autres. Donc voilà, je répète simplement pour terminer que mon propos n'est pas, surtout pas, de dire qui a raison ou qui a tort. Mon propos c'était plutôt de vous montrer comment un conflit symbolique, là pour le coup, devient une menace identitaire autour de noms. Les noms que personne ne décide, en tout cas de leur affectation officiellement, c'est une question d'histoire. Et si c'est une question d'histoire, c'est pas les historiens, comme vous pouvez le constater, qui s'en chargent, c'est plutôt aussi bien la classe politique que la communication médiatique. Pour laisser un peu la place au débat, je vais m'arrêter ici, et pour respecter le timing qui m'a été donné, et bien volontiers, je répondrai à vos questions là-dessus, tout en m'excusant éventuellement d'être allé un peu trop vite sur une affaire bien compliquée. Je vous remercie de votre attention. La crise actuelle en 2015 dépasse-t-elle ce propos? Parce que la Grèce est citée pour autre chose. Et je crois qu'il doit y avoir d'autres personnes qui sont mal vues en Grèce, d'autres États qui sont mal vus en Grèce. Tout à fait, vous avez tout à fait raison, mais pas pour les mêmes raisons en fait. C'est-à-dire que certainement l'attention est focalisée ailleurs. Mais y compris, vous vous rappelez, dans l'entretien Euronews éventuellement, le journaliste pose la question, est-ce que vous attendez quelque chose de nouveau au gouvernement ? Le gouvernement nouveau est arrivé, quand même assez différent du point de vue de l'orientation politique par rapport au précédent. J'ai lu dans la presse, il y a quelques jours à peine, la déclaration du ministre des Affaires étrangères grec, répétant le credo de la politique étrangère passée, à savoir que pas de reconnaissance avec ce nom et qu'il faut venir à la table des négociations pour discuter. Néanmoins, juste avant que j'arrête la vidéo du président de la République de Macédoine, il parlait du fait qu'ils espéraient que la Grèce redevienne le leader de la région. C'est vrai que la Grèce était le pays le plus riche de la région, mais on est toujours plus riche quand on se compare à des plus pauvres que nous, n'est-ce pas ? Non pas que la Grèce est devenue plus pauvre que ses États, mais rencontre la crise que tout le monde connaît. Et l'un des pays vis-à-vis duquel la Grèce a d'énormes investissements, du point de vue d'infrastructures et autres économiques, c'est la République de Macédoine. Donc il n'y a pas que la politique, si j'ose dire, il y a aussi l'économie qui compte. Néanmoins, il n'y a pas, pour l'instant, de gouvernement. On verra celui-là un peu plus tard, peut-être, parce que là, pour l'instant, c'est les urgences économiques qui sont à l'ordre du jour. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu de gouvernement prenant le risque, en tout cas, d'une reconnaissance de ce pays, le risque politique, j'entends électoral, clairement, d'une reconnaissance de ce pays. Donc oui, il y a d'autres problèmes, mais il y a aussi des constantes. Néanmoins, je dois aussi préciser que, j'ai montré l'un des derniers sondages que j'ai montré, il y avait 66,6% de Grecs qui s'opposaient à une appellation composée.
À l'époque des manifs, c'était 130% de Grecs qui s'opposaient à une appellation composée. Donc, bon, donc il y a des choses quand même qui changent un peu, des perceptions différentes, mais il y a un status quo pour l'instant qui arrange bien les uns et les autres. Du point de vue linguistique comme du point de vue identitaire, lorsque vous appelez un pays avec un sigle, c'est très particulier. Très, très, très particulier. Ça cache le problème parfaitement bien à l'intérieur du sigle, puisqu'il n'y a pas de prononciation. Et lorsque vous voulez parler de ce pays, vous parlez de Skopje, parce que quelqu'un peut parler de Paris pour la France, ou d'Athènes pour la Grèce, aussi. Grammaticalement, c'est logique. Et du coup, il y a ce status quo qui est assez étrange. Il y a plein de pays, je le disais, qui ont reconnu la République de Macédoine avec ce nom, et des instances dans lesquelles appartient notamment la Grèce qui ne l'ont pas fait. Donc, pour l'instant, c'est insoluble. Pour l'instant, c'est insoluble. Et accessoirement, je le répète, pour la République de Macédoine, accepter un changement de nom, il faut qu'il puisse l'avaler aussi en interne, parce que les problèmes aussi communautaires et interethniques à l'intérieur de la République de Macédoine ne sont pas minces. Donc, un blocage des deux côtés. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. J'ai deux aspects, si vous voulez bien, et qui pourraient peut-être être hors sujet, je ne sais pas. Sur la diapositive où il y avait une interaction positive entre la Grèce et l'Italie. Oui. Je me disais qu'entre les Italiens et les Grecs, il y a beaucoup de choses dans l'histoire et dans la mémoire collective qui pourraient jouer dans le sens de ce qu'on retrouvait sur cette diapositive. Par exemple, les Italiens et les Grecs ont les mêmes mythes culturels, les mêmes dieux, même s'ils ne portent pas les mêmes noms. Et je me demande si par hasard l'Olympe n'était pas en Macédoine. Ça, je n'en suis pas sûr. C'est une question. Je confirme que non. Non, bon. Je le voyais de ma chambre. Bon, d'accord. Bon, ceci dit, il y a bien ces mêmes mythes. Dans l'histoire, et vous parliez de notion d'historien, Alexandre le Grand était dans le Grandiose. L'Empire romain était dans le Grandiose. Et on a retrouvé deux civilisations. Une civilisation romaine qui était un empire, un grand ensemble, et la Grèce qui se volait au travers de ses républiques, un grand ensemble. J'y mettais aussi dans les interactions du passé, il me semble que les scientifiques philosophes grecs avaient été proches des Égyptiens, mais aussi des Italiens. Des passages de la Grèce à l'Italie, d'un certain nombre des scientifiques philosophes, me semble-t-il. Alors ça, c'était la partie sur cette, effectivement, diapositive, où on voit que les Grecs et les Italiens s'assimilent facilement. Est-ce que c'est peut-être un plus par rapport à ce que vous avez fait dans votre recherche? Vous l'avez peut-être vu. Puis la deuxième chose, c'était les aspects sémantiques, les jeux sémantiques. Alors, là aussi, j'ai des oublis, pardonnez-moi, mais il y a des moments, je me disais, si on n'était pas dans le paradoxe, me semble-t-il, qu'on traite d'épiménide, me semble-t-il, ou sur l'histoire des Crétois, je l'ai oublié. Je trouvais, ou des notions de syllogisme. Si l'utilisation aujourd'hui de choses qui existent depuis toujours pour prouver des choses qui n'existent pas. Alors, c'est peut-être deux choses peu cohérentes ensemble, les deux aspects, mais j'ai trouvé qu'il y avait peut-être des utilisations de ce type. Merci pour les deux questions. Alors, effectivement, vous avez tout à fait raison. Cette identification entre grec et italien s'explique par les éléments que vous avez entre autres donnés, à savoir le partage d'un passé historique long, même si, lorsqu'on regarde les choses du point de vue historien, là pour le coup, les Romains n'ont pas remplacé les Grecs aisément. Non, il y a quand même quelques guerres, et je ne s'aimaient pas énormément entre eux à l'époque.
Donc, mais peu importe aujourd'hui, en tout cas, cette identification envers un peuple qui a un long passé comme le sien, là pour le coup, pour les Grecs, puisque c'est eux qui ont répondu à cette question, était sans doute l'élément majeur, en plus de quelques adjectifs davantage, qui sont davantage de l'ordre de la psychologisation. Voilà, les bons vivants, enfin, ils sont généreux, ils sont sensibles, ils sont romantiques, voire même on touche plutôt la stéréotypie. Mais indubitablement, c'est ceux vis-à-vis desquels il y a ce type-là d'identification. Je dois aussi vous avouer que pour les Balkans, en ce qui concerne en tout cas la République de Macédoine, la Bulgarie et un peu plus loin, le passé ottoman est un passé qui fait que ces pays et ces populations ont des points communs culturels, en fait. Et ça va de la musique, de la bouffe et parfois même certains éléments linguistiques. Néanmoins, dans tous ces pays, ce passé-là ottoman est un passé absolument rejeté, communément rejeté. Or, au début du XXe siècle, et notamment dans la région là qui m'a intéressé, il y avait une coexistence assez étonnante pendant l'époque ottomane entre tout ce beau monde. Tout ce beau monde qui était polyglotte, qui se moquaient de leur appartenance nationale, puisqu'ils étaient sous le joug ottoman, et qui s'intéressaient davantage au commerce. Donc c'est simplement pour dire que vous avez entièrement raison, deux peuples avec des passés longs, mais des passés un peu compliqués, d'une part, et pour les autres, une vision assez partielle, et forcément partielle. Le but aussi de la diapo, c'était de montrer, et dans l'Atlas des préjugés aussi, que Catherine me montrait tout à l'heure, ça se voit, que c'est quand même extrêmement particulier, historiquement, mais aussi cognitivement, de se dire, tous mes voisins, ou la grande majorité de mes voisins, hormis un, sont colorés quand même de manière assez négative. C'est particulier. On peut l'imaginer du point de vue d'un immeuble, par exemple, d'un voisinage, dont c'est tous des cons, hormis un qui est là. Le vivre, je pense que c'est un peu particulier. Alors, autrement, pour la deuxième question, oui, il y a de cela. Il y avait une partie de la tautologie dont je parlais, et il y a après des usages sans doute rhétoriques de type syllogistique qui sont utilisés malheureusement dans le manuel que j'ai analysé. Vous avez entièrement raison également. Je précise simplement, je reprécise que c'était un manuel qui a été publié exprès pour cette occasion et qui ne fait plus partie de l'enseignement, en tout cas de l'histoire. Étonnant que cette république existait quand même sous le nom de Macédoine avant, et que, comme République socialiste Macédoine, je me semble avoir lu, et que ça ne posait pas de problème. Est-ce qu'il y a eu un événement? Qu'est-ce qu'il y a eu qui... C'était plus supportable pour les Grecs? Et puis, je voulais vous demander d'autre part, les jeunes que vous avez interviewés, comment les avez-vous choisis? Est-ce qu'ils sont originaires un peu de toutes les couches de la population? Merci aussi de vos questions. Alors, pour la première, je pense que c'est aussi une conjoncture historique assez factuelle. Je vous le dis aussi sincèrement que je le pense. Dans l'histoire, en tout cas contemporaine,
de la Grèce qu'on apprenait à l'école, il n'y avait pas, ça n'existait pas une autre Macédoine. Voilà, ça n'existe pas. Et on n'avait pas les outils forcément, on ne nous donnait pas les outils pour creuser. De l'autre côté, je pense que Tito avait intérêt à ce que la Yougoslavie soit relativement unitaire de l'extérieur pour ne pas jouer sur le jeu de fragmentation qu'on a vu se dérouler tragiquement avec la guerre yougoslave. Donc il y a un peu des deux, certainement, en tout cas en ce qui me concerne sur l'histoire en tout cas contemporaine grecque, c'est un fait, enfin voilà, il n'y avait pas une autre Macédoine. Or ces gens-là, depuis alors la Yougoslavie, ça datait, je pense, des années 30, 27, je crois, 1927. Ce pays-là s'appelait Macédoine, République socialiste de Macédoine à l'intérieur de la Yougoslavie. Donc il y a une fois de plus une part de politique et une part d'histoire qui s'entremêlent, quoi. Et là, ça produit un effet explosif, véritablement explosif. Aussi étonnant que cela puisse vous paraître, la première fois sans doute que le nom Macédoine a été entendu en dehors de la région de la Macédoine grecque, c'était à cette occasion. Donc plein de gens découvraient et pensaient que, ma foi, les Yougoslaves veulent s'appeler Macédoniens. Enfin, c'était un peu, pour caricaturer, c'était un peu ça. Bien sûr, les choses sont devenues un peu plus compliquées par la suite. Concernant votre seconde question, la diapo, je ne la trouve pas. Vous pouvez me la rappeler? Sur les jeunes que vous avez interviewés. Oui, les jeunes. Ils étaient issus de toutes les couches de la population. J'ai essayé de trouver... oui, ils étaient issus de toutes les couches de la population. Et ils n'étaient pas que des étudiants. Il n'y avait pas que des étudiants. J'ai essayé simplement de interroger des jeunes qui étaient susceptibles d'avoir participé aux manifestations de 91-92, étant donné que les écoles étaient fermées, donc les élèves étaient automatiquement incités, vraiment incités à sortir dans les rues. J'ai essayé de comparer des jeunes nés à Athènes, des jeunes nés à Thessalonique. Je vous avoue que la comparaison n'a pas marché, c'est-à-dire que j'ai pas eu, hormis dans un phrasé, enfin, l'utilisation d'un vocabulaire assez affectif, je n'ai pas eu de différence fondamentale. Oui, bien sûr, les Grecs nés à Salonique se sentaient macédoniens, pas les Athéniens. Mais enfin, Grèce et Macédoine faisant une tautologie, les uns et les autres finalement s'y retrouvaient parfaitement. Donc mon but était de faire une recherche qui essayait d'aller regarder en profondeur un peu les choses, parce que quand je parle d'un entretien individuel, c'est un entretien d'1h30 avec une personne en face de soi, à l'aide d'un guide d'entretien, on enregistre et on retranscrit et on analyse par la suite. Et donc la personne avait véritablement tout ce temps-là pour élaborer, quoi. Les entretiens collectifs, c'était une arène un peu de communication différente. Avec le même profil de population, je leur donnais certaines stimulations, certains supports. Ça peut être le support d'un sondage, ça peut être le support d'un article de presse ou d'une carte géographique, effectivement, que j'avais utilisée. Je ne l'ai pas ici sur mes diapos, mais j'avais utilisé une carte géographique qui était, selon les sources historiques, une des rares représentations géographiques de la Macédoine de l'époque de Philippe II. Et donc je leur demandais un peu de commenter ça et de le discuter entre eux. Donc on travaille beaucoup l'interaction du coup entre les participants, mais les entretiens collectifs, ce n'est pas forcément le lieu où quelqu'un va vous parler de ses propres souvenirs, enfin, ou de son vécu vraiment intime.
Et après, j'ai fait une extrapolation avec une population qui avait le même profil sur ces jugements, en tout cas, cette demande-là d'adjectifs par rapport au peuple voisin. Donc ça, c'était la partie recueil de données auprès de jeunes Grecs. Et en parallèle, il y avait la presse, il y avait le manuel d'histoire et la partie plus documentaire. Donc c'est à travers cet outillage-là que j'ai essayé d'étudier en tout cas ce problème. Si je peux de nouveau. Bien sûr. Lorsque vous nous avez parlé de la Macédoine avec le Macédonien, c'était un moment où en plus sur la diapositive il y avait un peu des traductions anglaises. Ma double culture, puisque je suis à moitié anglais, m'a fait amener une représentation totalement ridicule. Ceci dit, j'ai vu ou me suis représenté mec d'homme, que l'on pourrait traduire par faire ce qui est fait. Et je trouvais que dans ce que vous racontiez, peut-être que les Grecs voudraient éviter que l'on fasse ce qui existe, ce qui est fait. Alors je me demandais, je pense que vous avez des apports à faire sur l'étymologie de macédonien, parce que je suppose qu'il doit y en avoir une, et que quelle est-elle à ce moment-là? Je pense que vous êtes loin quand même de l'interprétation. Vous les surévaluez. Non, enfin, alors, en grec, Macédoine, ça se prononce Macedonia. En français, c'est Macédoine. En anglais, c'est Macedonia. Donc, dans les 3 cas de figure, on a une même phonétique. Ce que j'ai sans doute mal expliqué, c'est le fait que le mot Grèce n'est pas utilisé en grec pour parler de la Grèce. C'est le mot Hellas qui est utilisé. Donc du coup, entre le mot Hellas et le mot Grèce, il y a vraiment une distance phonétique assez importante. Tandis que ce mot-là, Macédoine, boum, ça faisait mal, quoi, parce que on l'entendait. Et c'est là où il y a quelque chose du point de vue identitaire qui est fondamental. C'est-à-dire, on parle parfois de l'identité nationale, etc. Mais il y a des choses qui nous touchent, qui touchent notre bouche, notre langue, notre manière de parler, et certainement notre oreille, là, pour le coup, du point de vue phonétique, et qui construisaient, là, pour le coup, alors, l'homophonie gênante, j'aurais pu l'appeler une cacophonie, parce que c'est de cela dont il s'agit pour les gens avec qui j'ai parlé. Tu entends le mot exactement tel qu'il est, et ça me gêne, c'est ça qu'il disait derrière. Ou alors, comme disait le prochain, je le comprends, du point de vue cognitif et historique, même géographique, mais j'ai du mal à le dire. Dans le petit extrait que je vous ai pas montré, ici, je vais essayer de l'arrêter. C'est un journaliste un bon journaliste de la télévision grecque qui interrogeait, là pour le coup, à Thessalonique, des étudiants grecs de Thessalonique, donc des vrais Macédoniens, n'est-ce pas, et des étudiants venus de la République de Macédoine pour étudier à Thessalonique. Il a réussi à réunir comme ça un panel de 7-8 jeunes. Et ils discutaient un peu entre eux de cela, entre autres, de ce problème. Et il y a eu quelques oppositions entre eux. Alors, est-ce que je vais réussir à vous montrer l'extrait rigolo? C'est tout à la fin. C'est lorsque un étudiant grec, là pour le coup, prend la parole, franchement opposé à l'utilisation du mot Macédoine par ce pays, et sans se rendre compte, il prononce le mot Macédoine pour ce pays. Et sa réaction est immédiate. Alors, désolé, là, pour le coup, il y a 3 langues qui se mêlent. On est en Grèce dans une émission grecque,
mais tout le monde ne parle pas grec, donc ils parlent en anglais et il y a un sous-titrage en grec. Et moi, je vous parle en français. Donc, ça fait un peu too much, mais c'est juste ce petit extrait à la fin. C'est ce garçon-là. Υπάρχει μια συμβιβαστική λύση με ένα σύνθετο όνομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Non, c'est juste avant. Hop. Μακεδονία. Αλλά το 40% του πληθυσμού του είναι Αλβανοί, 35. Και αυτοί δεν θα το δεχτούν αυτό. Αυτό ακριβώς είναι ένα κράτος που δεν έχει Υπάρχει μια συμβιβαστική λύση, αλλά εφόσον είναι αναπόφευκτο, ας τουλάχιστον να υπάρχει μια συμβιβαστική λύση με ένα σύνθετο όνομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το του έθνου. Αυτό 40% to state your country as Macedonia, only Macedonia, because I'm as well Macedonian and I'm not like you. Πιο κοντινό σε μένα και αυτό που θα αποδεχόμουν καλύτερα θα ήταν Σλάβικο. Or whatever will give the free entry to Macedonia, to Skopje, to enter. Voilà, c'était ça. Ça lui a échappé, quoi. Enfin, et ça, c'est quelque chose d'assez flagrant. Alors là, c'est 2008, cet extrait que j'avais réussi à trouver. Parce que ça rend un peu les choses plus vivantes aussi pour les présenter. Mais y compris, donc, ils ne se détestaient pas du tout, ces jeunes-là, hein, ils se parlaient aisément, mais quand même, ils n'étaient pas forcément d'accord. Ils n'étaient pas forcément d'accord. Il n'y avait pas d'animosité particulière entre eux. Pour certains, il y avait même de l'amitié. Néanmoins, ce n'était pas un sujet qu'ils mettaient souvent sur la table. Et mon angoisse d'ailleurs, lorsque je faisais ma thèse de doctorat à l'époque, c'était voilà, que ça se termine, quoi, avant que je finisse ma thèse. Donc que ça change un peu. Je reste très optimiste là-dessus. En 2015, ça ne s'est pas résolu. Ça me fait penser au conflit qui oppose les Français, enfin la Bretagne et la Grande-Bretagne. Je plaisante. Ça évoque plein de choses, notamment la question de l'éclatement du bloc soviétique, et je pense que la question identitaire, peut-être pas sur le nombre des pays, et encore, il faudrait chercher. Est-ce qu'il y a eu des études, notamment sur les États, les anciens États, provinces russes, qui rejoignent un peu ces difficultés de nomination, sans parler forcément des peuples ou de la reconnaissance des frontières, mais je pense que c'est un problème qui se retrouve à chaque fois que les frontières changent. Et voilà. Mais merci pour la question aussi, lorsque les frontières changent, on voit que finalement émergent, comme avec à la manière un peu des archéologues, je dirais, des problèmes qui existaient avant le changement des frontières et qui n'avaient pas été résolus. Donc, évidemment, oui, de très nombreux problèmes ou questions de ce type-là. Si vous voulez qu'on cite le conflit en Ukraine actuellement, enfin, on l'entend très, très clairement dans les médias, ils sont russophones, donc on va les protéger. De l'autre côté aussi, du côté ukrainien, il y a un certain nombre de propos de cette même nature. Là où ça s'est énormément complexifié, c'était dans les pays de l'ex-Yougoslavie, pour parler de l'Europe. On l'a vu l'année passée, excusez-moi, j'ai omis de le mentionner, avec le référendum en Écosse, quand même, je veux dire, entre les Écossais et les Anglais. Dans les pays de l'ex-Yougoslavie,
il y avait aussi une notion, de par cette réunion assez fragmentaire, qui a quand même pu durer un demi-siècle, ce qui est sans doute assez miraculeux. Enfin. Il y avait la notion de la citoyenneté, qui n'était pas la même que celle de la nationalité. Donc, encore aujourd'hui, par exemple, notamment la Hongrie, par rapport à des régions frontalières avec la Serbie, la citoyenneté hongroise devient nationalité hongroise et proposée comme nationalité hongroise pour certains Serbes. Donc, cette question-là de l'appartenance identitaire versus appellation est constante, est absolument constante. Et je vous fais remarquer que, effectivement, là, ça a émergé avec la Grèce lorsqu'il y a eu changement. Pas forcément de frontières, parce que la République de Macédoine n'a pas changé de frontières par rapport à ce qu'elle occupait avant, au sein de la Yougoslavie, mais changement de la situation, voilà, en tant que telle. Et on ne parle plus trop dans les médias des Balkans dans leur ensemble, mais la sensibilité continue à exister. Je trouve que votre intervention, madame, est intéressante, parce que, effectivement, venant d'un perfide Albion, ceci dit, on retrouve dans les noms la même chose, puisque il y a bien des difficultés citées Écosse, Angleterre, Pays de Galles, voire Irlande, et que dans les mots, la Grande-Bretagne, chez les Anglais, n'est pas Grande-Bretagne. Ils disent Great Britain de temps en temps, et la Bretagne n'existe pas. Ceci dit, ils sont Royaume-Uni. On est bien dans des jeux de mots. Dans ce que nous appelons souvent l'Angleterre, chez eux, c'est le Royaume-Uni. Il y a bien pratiquement peut-être des jeux qui sont du même ordre de ceux que vous avez expliqués au travers de votre exemple, monsieur. Tout à fait. La grande différence ici, c'est qui décide comment quelqu'un d'autre va s'appeler. Et en même temps, effectivement, on ne peut pas admettre que n'importe qui s'appelle n'importe comment. Enfin, mais qui va décider, qui va trancher du point de vue géographique ou historique si telle ou telle appellation se justifie, c'est une affaire d'une complexité absolue. Je le répète une fois de plus, là, on reste sur le symbole du nom, mais en 91-92, on n'était vraiment pas très très loin d'un conflit, en tout cas armé. La Grèce avait pris la décision de imposer, et elle a fait un embargo économique à ce pays pendant la guerre de la Yougoslavie à côté. Enfin, donc on était à moins 5 de quelque chose qui allait qui risquait de se transformer en autre chose, quoi. Enfin, un conflit armé. Donc ils y tiennent. Les gens tiennent à leur identité nationale. Oui. Est-ce que le gouvernement à l'époque, qui avait donc fermé les écoles pour évidemment pousser les jeunes à aller manifester, avait eu un discours ultranationaliste à cette époque? Et est-ce que ce n'était pas aussi une opération éventuellement politicienne pour réunir le peuple sur un autre thème que celui qui pouvait protéger à un moment donné? Je ne vais pas vous contredire. Ce type-là de situation alimente un discours d'abord patriotique, ensuite nationaliste, bien carabiné, enfin il n'y a pas d'autre mot. Le seul parti qui était
tous les partis étaient sur la même ligne. Hein? Tous les partis, gauche-droite confondus, hormis un seul parti, qui était le Parti communiste. Pas forcément pour les bonnes raisons. Et le pouvoir religieux était, vous avez vu un peuple là sur la première vidéo, était bien sûr là dans l'alimentation de l'hystérie nationaliste, tout à fait. C'était dans les décennies en tout cas récentes, dans les temps récents, la première vraiment grande manifestation en tout cas nationaliste en Grèce. C'est sûr. Je me répète là, mais de l'autre côté, il y avait un certain nombre de raisons objectives qui justifiaient une forme d'opposition. Quand vous avez un nouveau pays, ok le nom, ok le symbole sur le drapeau, déjà c'est difficile à avaler, mais en plus des articles de sa constitution qui étaient des articles qui invitaient à une éventuelle prochaine réunion des peuples de la Macédoine, alors, là quand même il y avait une hostilité qui était inscrite dans la Constitution. Donc il fallait absolument désactiver, neutraliser, enfin ces possibles raisons de guerre. Mais du point de vue historique et symbolique, c'est sûr que ça a attiré de nombreux arguments de nature nationaliste. Je ne sais pas comment qualifier, s'il faut le qualifier d'ailleurs, c'est à moi de le qualifier, mais comment qualifier aussi ça, vous voyez, enfin ce kitsch aussi absolu, enfin c'est plus grande même que la statue de Jésus à Rio, quoi, enfin des trucs un peu extravagants, enfin. Donc on est dans cette même tendance, même encore plus extravagant, de montrer que l'histoire la plus grande, la plus forte, nous appartient, enfin, avec plein de guillemets sur le nous. Donc je le répète, mon propos n'est pas de dire qui a raison ou qui a tort, mais voici une situation dans l'Europe en tout cas contemporaine qui peut nous interroger. Alexandre avait ceci aussi de particulier. Alexandre le Grand, c'est un personnage historique qui a existé, indéniablement. C'est un personnage historique absolument extravagant, enfin, du point de vue de ce qu'il a réussi à faire et à traîner. Mais c'est aussi un personnage qui était, à l'époque, déjà de son vivant, mythifié. Il était considéré comme Dieu, on a des preuves de cela. Il était considéré comme le 13e Dieu, 12 plus 1, c'était Alexandre. Donc, voici un personnage qui attire en fait une attraction du point de vue identitaire absolument fondamentale, absolument forte. Voici aussi des groupes nationaux, des peuples qui, comme celui de la République de Macédoine, qui essayent de se démarquer. Mais je vous répète, c'est pas simple, compris pour eux. C'est assez risqué même. Je veux dire, il y a des critiques de cela à l'intérieur de la République de Macédoine parce que les Albanais macédoniens ne se reconnaissent absolument pas. Avec cette diapositive, il y a la notion de reconnaissance. Et ça me fait penser à la pyramide de la hiérarchie des besoins d'Abraham Maslow, où on est sur des besoins de survie. Et que, est-ce que peut-être cette bataille de nom n'est pas une bataille de survie? Ça a l'apparence d'une survie, selon moi. C'est-à-dire que effectivement, il y a des raisons existentielles, comme celles que j'ai indiquées tout à l'heure, hein, c'est-à-dire on affiche un nom, on ne peut pas le changer, sinon on va fragiliser davantage les équilibres déjà fragiles à l'intérieur, ça c'est le cas un peu pour la République de Macédoine. On défend
un nom pour les Grecs, faute de quoi on risque de se retrouver dans une forme de fragilité identitaire dans des temps actuels, en tout cas depuis cette époque, et notamment ces dernières années, d'une fragilité absolue du point de vue économique et politique. Si vous regardez, ou si vous avez eu l'occasion de regarder la montée de l'extrême droite en Grèce, la récupération ces dernières années de symboles anciens est de mise, en tout cas pour ce parti. C'est-à-dire il fait tout pour, dans un kitsch absolu aussi, et dans une... là pour le coup, vraiment une récupération très 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 dangereuse idéologiquement, de tout faire pour. Donc oui, il y a quelque part des questions de survie. Faut-il pour cela monter un chevalier 22 mètres de haut? Enfin, je ne suis pas certain. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'affichage, de communication. C'est pour qu'on en parle, et la preuve, on en parle. Je pense que vraiment la pauvreté aussi dans ces pays est telle que l'argent pour monter une statue de 22 mètres de haut pourrait être utilisé mieux ailleurs, sans doute. Vous aurez, enfin pour ceux d'entre vous qui se sont déjà baladés ou qui risquent de se balader en Grèce, la sensibilité est assez flagrante. Hein. C'est-à-dire, si vous allez là-bas et vous discutez de Macédoine, moi j'arrive de France, machin, vous allez voir que ça passe pas, quoi. Ça fait pas rire, quoi. Pas trop, en tout cas. Chez certains, ça peut, mais pas trop, quoi. Moi-même, ayant fait ce travail et publié ce travail, ayant eu une allocation de recherche du ministère de la Recherche en France pour faire ce travail à Paris, ça m'a pas fait que des amis, quoi, en Grèce à l'époque. Enfin, dans le monde, dans mon monde professionnel, hein, le monde universitaire, ça passe pas très facilement. Une trahison. Casser ce consensus à l'époque, c'était unanimité absolue, quoi. Enfin, c'était être considéré comme un traître. Donc essayer, y compris avec un regard certes critique, parce que ça s'y prête, d'étudier cette question, c'était suspect. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? Je le disais aussi au début, si effectivement il y a une bibliographie très pertinente qui vous est proposée concernant la question de la mémoire collective de l'histoire, si ça ne vous suffit pas côté lecture, et si vous avez besoin d'informations, de suggestions de lecture supplémentaires, n'hésitez pas à contacter en tout cas les intervenants, j'en fais partie. Ce serait avec plaisir de vous indiquer d'autres pistes de lecture. Merci beaucoup de votre attention.